Alors ce soir, pour mon interview virtuelle, je reçois Predent de la chaîne Bloodroll. Salut Predent, comment vas-tu ? Bien, bonsoir tout le monde. Très bien, et toi ? Et encore merci d'ailleurs de m'inviter. Ouais, de rien, ça me fait plaisir. Hein. Alors après avoir fait un petit focus sur ta chaîne, tu vas nous parler de ta chaîne. C'est quoi la chaîne Bloodroll ? Ça a été créé quand ? Il y a combien d'abonnés ? Tout ça, quoi. Combien de vidéos vous avez en ce moment ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, il est écrit actif depuis le 22 mars 2019, mais en réalité, ça fait réellement que 2 ans qu'on a vraiment lancé Vampire. Donc Vampire saison 1, parce que pour moi, je compte vraiment à partir de Vampire saison 1. Qui a lancé vraiment toutes nos vidéos finalement. Alors nous sommes une chaîne spécialisée dans le World of Darkness, et donc qui comprend donc vampires, loups-garous, démons, mages et plein d'autres encore, même momies, tout ça. Mais les jeux un peu plus underground, on va dire. On est aussi spécialisé, enfin on sera aussi spécialisé parce qu'on n'a toujours pas lancé dans Alien RPG, parce que Alien fait partie de, comme on peut voir un peu ouais, je vois ça, non. Les sagas favorites, on va dire. Ouais. Très grand fan aussi de Alien et donc de Vampire évidemment. Ah, ça c'est cool, ça, du Alien sur ta chaîne bientôt donc. Oui, alors pour Alien, en fait, c'est un projet qui a été reculé plusieurs fois parce que j'ai un projet de format IRL qui devrait normalement être tourné en 2022. Et Alien, il y a un côté très gros spectacle qui sera fait, c'est-à-dire que il y aura des sortes un petit peu de cinématiques en 3D, etc. parce que je travaille dans le milieu de la 3D, et donc je veux que ça envoie un petit peu, que ça envoie un peu du lourd au niveau visuel et que ça fasse un style un peu film en fait. Donc voilà, c'est quelque chose qui est travaillé en fond, mais qui sera pas encore pour tout de suite. Il y a combien de joueurs et de joueuses sur ta chaîne ? Vous êtes combien en tout, petit collectif là ? Alors, pour l'instant, de jeux, on a fait Vampire. Donc, il y aura à peu près 3 saisons pour chaque jeu. Donc, Vampire, Loup-garou, Démon. Démon, c'est une plus petite saison. On est... Après, il y a quelques one-shots. Il y aura Mage de prévu, mais qui n'est pas encore lancé. Au niveau des joueurs, par contre, il faut savoir qu'on n'est pas un groupe d'amis à la base, que ce sont des joueurs qui ont été recrutés un petit peu comme ça sur internet au tout début, que les gens d'ailleurs, info croustillante, il faut savoir que les gens dans Vampire saison 1 et même Loup-garou, quand ils ont été regroupés, ils ne se sont jamais parlé avant en fait. C'est-à-dire que par exemple dans Vampire saison 1, ils ne se connaissaient pas, ils ne se sont pas parlé avant, j'ai fait jouer les intros séparément et ils se sont rencontrés réellement la première fois en jeu en fait. Donc c'est pour ça qu'on a un aspect très réaliste. Parce qu'ils jouent pas en fait, ils se découvrent réellement pendant le jeu. D'accord, ah, sympa ça. C'était casse-gueule, c'était très casse-gueule, mais ça a marché. Donc. Ouais. Pourquoi une chaîne thématique ? Pourquoi le monde des ténèbres ? Alors, pourquoi le monde des ténèbres ? Parce que je dirais que c'est un petit peu mon premier amour en jeu de rôle. Et j'aurais eu du mal à lancer dans un autre thème parce que le monde des ténèbres, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Parce que j'écris mes scénarios, donc je crée mes villes, je crée mes scénarios. Pareil, je fais en sorte que d'ailleurs toutes les séries soient crossover, c'est-à-dire il y a des éléments qui sont un petit peu éparpillés entre les séries et ils se croisent parfois. Et à la fin, il y a des crossovers prévus entre toutes les espèces pour clore un petit peu toutes les grosses histoires. Alors il faut savoir évidemment qu'on peut suivre une série sans suivre les autres aussi, c'est exprès. Et donc voilà. Ok. On a fait un petit peu le tour de ta chaîne. Au niveau des infos, on sait qu'il va y avoir bientôt un projet à venir sur Alien. Moi, j'ai vu un teaser aussi qui m'a très très intéressé parce que j'adore ce jeu, c'est Orpheus. J'espère que on verra ça aussi sur ta chaîne. Alors Orpheus, j'aimerais bien en faire, ouais. Là, c'est un projet qui a été reculé. Comme Mage d'ailleurs. Alors Mage, normalement, il devrait arriver en 2023. Orpheus, je sais pas parce qu'en fait, on est en train de switcher. On se demande si ça va pas être du Race à la place qui va être fait ou non. Surtout que Leto va sortir Race aussi, donc. Ils vont le. En VF.
encore en 20e anniversaire. Pour ton plus grand bonheur, tu n'auras pas à traduire ou quoi que ce soit. Ah, mais je sais que tu aimes l'anglais. Non, mais j'étais un peu déçu sur, pas déçu. Et sur Orpheus, en fait, il existe une belle campagne. Et à l'époque, il y a que les 3 premiers tomes qui ont été traduits. Il me semble qu'il y en a 2 autres en plus, je crois en anglais, qui ont jamais été traduits. Et c'est quand même une belle campagne, je trouve, mais c'est dommage. Donc très. Après, voilà, ouais. Après ça, moi, ça m'empêche, parce que j'ai la langue de Shakespeare, c'est avec moi, ça passe pas trop. Mais après, on a des très bons outils sur Internet pour faire des trades. Mais c'est vrai que c'est vraiment dommage que cette suite de campagne n'ait pas été traduite après. Enfin bref. Notre meilleur outil de traduction est dans notre communauté, il s'appelle l'archiviste. D'accord. L'archiviste, okay. Le meilleur traducteur que je connaisse. Moi c'est DeepL, mais bon, ça n'a rien à voir. Alors dis-moi, tu es planqué où derrière ton paravent virtuel ? Dans une région sombre du Mordor appelée Paris. Oh mon Dieu. Eh oui, okay. Pour le travail évidemment. Bah oui. Je comprends. Ton pseudo, ça vient d'où ? Alors, Predant, j'étais très... pas de jugement, j'étais gosse, ok. Pas ici pour souffrir. Alors Predant, c'est donc de Predator et de Hunt, donc Pred, la chasse Pred, okay. Predant. Et en fait, j'étais un très très grand joueur d'Alien versus Predator 2 à l'époque. Je faisais partie d'une team, et oui, qui était un FPS où tu jouais soit l'Alien, soit le Predator, soit le Marines. Et du coup, bah, ça vient de là, Predant. Et c'est un pseudo qui m'a suivi quand j'avais créé un petit fan game Alien vs Predator aussi à l'époque. C'est ça qui m'a fait garder mon pseudo. Et du coup, je me suis dit en lançant la chaîne que j'allais garder mon pseudo qui m'a toujours suivi, quoi. Ça marche. T'as commencé quand le JDR exactement ? Je dirais fin collège, début lycée. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ok. Commencé assez jeune quand même. Et ton premier jeu que t'as masterisé, c'était quoi ? Ça va te surprendre. Ah. Vampire. Oui, j'ai commencé avec Vampire. T'as commencé avec Vampire, ok. C'était... Vampire Masquerade, je suppose. Alors, justement, aussi... Je raconte une petite anecdote. Oui. Vampire la Mascarade était difficile à trouver à l'époque. Donc c'était l'époque où la V3 était vendue, c'était fini. Enfin, on galérait de fou à trouver ça. Moi, en plus, j'habitais en campagne. C'était l'époque aussi où il y avait c'était Emule, il me semble, pour télécharger les PDF un peu illégaux, etc. et tout. Attention. Le petit âne. C'est ça. J'avais trouvé du coup les PDF de Vampire, enfin un PDF du livre de base, mais c'était de la VO. Et moi, à l'époque, j'étais une bille en anglais, quoi. Si maintenant je peux me débrouiller, à l'époque, c'était pas le cas. Et du coup, j'avais adapté. En plus, il y avait que des morceaux, je crois. J'avais adapté Vampire la Mascarade, mais avec un système un peu fait maison. Mais j'adorais tellement l'univers parce que j'avais découvert ça avec Bloodlines à l'époque. Du coup, j'avais fait un système un peu maison, mais en jouant dans Vampire la Mascarade. Et ensuite, quand Vampire Requiem est sorti, donc il est sorti plus tard, j'ai chopé Vampire Requiem et du coup j'ai joué pas mal de temps à Requiem, enfin pas mal de temps, allez, je dirais peut-être 2-3 ans, Requiem V1 à l'époque, avant que le Saint Graal ne sorte, le 20e anniversaire qui est sorti, qui a permis enfin de mettre la main sur tous les livres, et depuis je suis devenu collectionneur même des anciens livres de clans, etc. et tout. Donc voilà. Ok. Et du coup, ton premier jeu auquel tu as joué en tant que joueur cette fois-ci ? Alors en tant que joueur, il faut savoir que j'ai beaucoup masterisé, surtout en campagne. C'était très difficile de trouver un MJ en campagne, mais c'était Donjons et Dragons que j'ai joué la première fois en tant que joueur, et c'était au lycée. Ouais. Et donc là, t'es plus master que joueur en fait. Largement. D'accord. Largement. Après, j'aime bien jouer quand même, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour le côté la mise MJ. en scène. C'est ça. Après, j'aime bien jouer à des jeux que je masterise pas. Genre, par exemple,
Je préférerais jouer à un autre jeu que les jeux du WoD, parce que je fais que manger du WoD, donc... ouais, puis t'auras peut-être tendance à dire, alors là, c'est pas ça du tout, là, ce que tu racontes. Est-ce que t'es un joueur comme ça? Non. C'est le joueur chiant, tata, qui connaît le lore par cœur et qui fait chier le meneur parce que dans la page 155, c'est pas décrit comme ça. Non, franchement, non. En plus, je détesterais avoir un joueur comme ça. Ouais. Mais non, d'ailleurs, j'ai aussi un ami qui voulait me faire jouer à un jeu Jurassic Park, et comme j'adore Jurassic Park, les dinosaures et tout, il me disait, par contre, si je me trompe dans les dinosaures et tout, tu m'emmerdes pas. Je fais, non, t'inquiète pas, y a pas de problème. Non, après, j'estime que le MJ apporte aussi sa patte à l'univers, et donc, il a sa vision des choses. Donc, jouer chez toi à Vampire, ça sera pas comme jouer chez moi à Vampire, même si le jeu est le même, entre guillemets. Ouais. Mais, il faut respecter, c'est comme une adaptation d'un auteur ou d'un réalisateur, faut respecter son œuvre, tu vois. Donc non, je serais pas chiant dessus, mais c'est juste que comme je connais bien l'univers et tout, je préfère jouer dans un univers que je connais pas en fait. Ouais. Et avoir le plaisir de la découverte et de faire des conneries, quoi. Ouais. Moi, c'est ça en fait à Dark Age, quand j'ai commencé à créer les scénarios, je me suis vraiment penché sur le côté historique en fait de l'histoire, avant de commencer à créer l'histoire, on va dire, fictionnelle des vampires, etc. J'ai quand même le côté histoire, le côté historique, historique humain. Historique humain. C'est-à-dire que je voulais d'abord avoir le côté historique des humains avant de commencer à superposer en fait le lore de vampires à l'époque, quoi. Et du coup, je suis pas historien, j'ai arrêté mes études très tôt. Et du coup, White Wolf non plus n'est pas historien. Ouais, je sais. Quand tu vois qu'il place Paris à Rouen, donc ok, sur les cartes, je suis d'accord. C'est bon, j'ai de la marge. Ouais. Donc du coup, je me suis vraiment penché sur l'histoire, comme mon histoire se passe du côté de Clermont, en Auvergne. Je me suis basé sur tout ce qui était bouquin, histoire en l'an 1000 à cette époque-là, en gros, quoi, pour que ça ait un sens, ce que je racontais, et qu'il y a un petit côté historique. Donc, je me suis tapé plein de films, c'est vrai, des films, parce qu'il y avait des films de comment qui parlaient de l'an 1000, etc. Plus des bouquins, etc. pour pouvoir apporter en fait une vision historique dans le jeu, en fait. Donc, pour la culture générale. La culture générale. Moi, Vampire m'a apporté tellement de trucs dans tellement de choses, dans tellement de domaines. Moi, c'est le jeu de rôle qui m'a apporté tellement de choses, en fait. Aussi, même le jeu de rôle. C'est génial, ça. Du coup, comme tu as eu les deux casquettes entre joueur et puis meneur de jeu, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères... Bon, je connais la réponse, mais nos auditeurs peut-être pas. Donc, c'est quoi pour toi le mieux? Être meneur de jeu ou être joueur? Le mieux, je dirais, c'est faire pleurer les joueurs. Ouais. Donc, je dis ça parce qu'on a eu beaucoup de larmes sur notre chaîne, mais il faut savoir que j'ai pas été méchant avec eux. On a une cellule spécialisée à la fin de nos parties. Non, je dirais MJ, vraiment MJ pour le coup. En fait, moi j'aime beaucoup écrire des scénarios aussi. Donc que ce soit même pour des courts-métrages, des trucs comme ça. Enfin, j'ai des petits projets à côté aussi autres que le jeu de rôle. Ouais. Et quand on parle de jeu de rôle, automatiquement pour ma part, c'est très World of Darkness. Mais non, écrire des scénarios, c'est un truc que j'adore. Et pareil, j'aime bien ne pas les faire dirigistes, c'est-à-dire si il y a, enfin, c'est entre guillemets plus dirigiste sur YouTube parce qu'on a du montage, machin, tout ça, et qu'on donne un côté un peu filmique sur notre chaîne, mais c'est notre choix. Mais je veux dire, par exemple, quand il y a des joueurs qui vont qui vont déclencher des nouvelles situations avec des choses énormes, je vais casser les trucs que j'avais prévus pour laisser la place à l'improvisation, parce que je trouve que c'est toute la beauté aussi du jeu de rôle. Ouais. Mais mine de rien, l'écriture, je trouve que c'est quelque chose de génial, raconter une histoire et faire vivre les joueurs. On va y revenir parce que moi j'ai pas mal de questions. Alors, mea culpa, j'ai pas tout regardé sur ta chaîne. Sérieux? Ouais. Ah bah dis donc, quelle honte. C'est vrai, pourtant il y a. Mais qu'est-ce que je fais là? Je plaisante. Non mais en fait, j'ai regardé. Alors je vais les regarder les autres, ça c'est clair, parce que quand j'ai vu Demon the Fallen, j'ai eu un choc.
j'ai eu un choc en tant que meneur, parce que je me suis posé plein de questions. Comment t'avais réussi, en fait, et ça, on va y revenir tout à l'heure, je te poserai la question. Ouais, mais Demon the Fallen, c'est un jeu, qui a été créé dans les années 90, si je dis pas de conneries, et ça n'a jamais été traduit. Jamais. Il y a aucune version française de Demon the Fallen. Et moi, quand je regardais ça, en fait, dans les années 80, je disais, putain, mais ça, faut que ça sorte en français, quoi. Faut que ça sorte, faut que ce soit traduit. Et quand j'ai vu qu'il y avait du Demon the Fallen, j'ai fait, ah non, mais c'est pas possible, faut que je regarde. C'est le truc à l'époque. En français. En français. Donc, à l'époque, moi, c'est le truc que j'aurais voulu qu'il sorte pour pouvoir le masteriser, parce que dans les années 90, j'avais quelques, j'étais pas jeune, hein, mais j'étais pas vieux non plus. Et du coup, je me suis dit, putain, faudra que ce soit traduit pour que je puisse le faire. Ça n'a jamais été le cas. Et du coup, de le voir sur ta chaîne, je me suis dit, mais ça, faut absolument que je regarde. Donc j'ai regardé. Et j'ai trouvé ça, je vais t'en parler tout à l'heure, mais j'ai trouvé ça vraiment excellentissime. Enfin voilà. Je sais que Garou, il y a eu, j'ai pas compris le nombre de personnes qui ont acheté Garou, qui me l'ont dit qu'ils se sont mis à Garou et qu'ils aimaient pas Garou après notre saison. Et ça m'a... Enfin, j'étais vraiment surpris et... tu veux dire que les gens, ils ont regardé, ils ont fait... C'est ça. Ils ont acheté après derrière Garou parce qu'ils avaient regardé la série, quoi. Il y a des personnes qui ont mangé c'est juste fou. Il y a quelques personnes qui me disaient dans les premiers épisodes, je me disais ça va être un truc un peu, parce que ça met un peu de temps à démarrer évidemment. Mais il y a des personnes, ils ont mangé parce qu'il faut savoir que les séries longues, alors Démon, il y a que 12 épisodes, je crois, un truc comme ça. Par contre, nos séries Vampire et Loup-Garou, c'est des séries longues parce qu'il y a beaucoup de trucs à côté. Ouais. Il y a donc 34 épisodes quand même. Alors c'est des épisodes d'1 heure en général, hein. 1 heure à 1 heure et demie pour certains. Il y a des personnes qui l'ont mangé mais à une vitesse incroyable. Et là sur Vampire saison 2, on a à peu près la même chose qui est en train de se passer aussi. Ouais. Et du coup ça fait plaisir. Après je sais que Vampire saison 2 et Loup-Garou, c'est à partir de Loup-Garou qu'on a commencé à améliorer les cuts, le montage, tout ça. Je pense que ça aide aussi à donner envie aux gens, alors que Vampire saison 1 c'était quand même très light. Puis des chaînes thématiques sur Vampire, il y en a pas des masses, hein. Il y a Clicodesh qui en fait de temps en temps. D'ailleurs, vous l'avez ouais. D'ailleurs, c'est lui qui masterise une de vos parties d'ailleurs sur alors, la partie sanglante, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Les Fables Sanglantes. Les Fables Sanglantes. Il devait en faire une. Je sais pas. Moi j'avais eu la chance de l'interviewer, Monsieur Clicodesh, et c'était super intéressant. Très cool. Enfin, très cool, vraiment très cool. Ah, il a de l'XP. Hein. Il a de l'XP, ça c'est clair. Après, enfin, moi clairement, je m'estime pas être un aussi bon MJ que lui, tu vois. Mais enfin, je veux dire, je me débrouille. Je sais que niveau écriture et tout, mise en place des choses, je me débrouille, mais après voilà, je veux dire, peut-être que d'ici quelques années, voilà, je serais plus rodé, hein, mais non, il a de l'XP. Hein, ah ouais, c'est clair. Mais et tu vois des chaînes, parce que moi je fais beaucoup de recherches de chaînes d'actual play. Alors généralement ma méthode de travail, c'est je vais d'abord sur Twitch, je regarde, et s'ils ont une chaîne YouTube derrière, je m'abonne, etc. Comme ça je reçois toutes les notifications. C'est un peu compliqué sur Twitch. Donc du coup j'ai recensé, mais il y a pas beaucoup de chaînes, quoi. Sur le monde des ténèbres, hein, vous êtes quoi, 3-4, pas plus, quoi. Il y en a de temps en temps après, qui font des one shot, mais voilà, après c'est même pas une campagne vampire, hein, mais voilà, mais c'est pas c'est pareil, je me dis alors, est-ce que c'est parce que c'est un manque de visuel, ça manque de punch, ça manque pour les petits jeunes qui n'en veulent et qui veulent voir des actual play qui boostent un peu, voir du critical role à Vampire, c'est pas trop le truc, quoi. Ça c'était c'est ce que je me dis, on a choisi un univers qui est il y a du développement de personnages. Il y a du drama, il y a des choses très profondes qui s'y passent. Ouais. La preuve est quand même qu'on a eu quand même, je précise, hein, dans Vampire saison, dans Loup-Garou saison 1, on a vraiment eu des personnes qui ont réellement pleuré. Et enfin, je veux dire, il y a quand même eu du vrai développement et c'est pas fait exprès. Et de personnages et tout. Et c'est fou, mais par contre c'est lent. Ça veut aussi dire
qu'on a un rythme beaucoup plus lent. C'est pas comme du Donjon et Dragon. Non, parce qu'il faut poser le truc en fait, et la psychologie, elle démarre pas au quart de tour, donc elle s'impose dans le temps, on va dire quoi. Donc faut que ça. Exactement. Donc c'est pour cette raison que forcément c'est comme la politique. Ouais. C'est vrai, dans Vampire saison 2, il y a beaucoup de choses qui se passent au début et qui mettent en place la situation actuelle en ville et qui vont péter vers la fin, mais tu sais que ça va pas péter tout de suite, et du coup ça peut être un peu frustrant parce que c'est pas comme un Donjon et Dragon où tu vas dire ok, dans l'épisode d'après ils vont combattre un truc et tout. Non, là ça va pas se passer comme ça va être très lent. Les choses se mettent en place petit à petit et plus lentement. Donc voilà, peut-être que cette raison explique le fait qu'effectivement il n'y ait pas beaucoup de thématiques en Actual Play sur Vampire. Après, voilà, je sais pas. Et je dirais, il y a aussi le lore, parce que mine de rien, combien de personnes me disent qu'ils osent pas se lancer dans Vampire ou dans Loup-garou ou dans autre chose du WoD, qui se lancent pas dans le WoD à cause du lore, parce que quand ils voient le pavé ou même le truc qui a l'air compliqué, et certains me disent même qu'on est une communauté, enfin pas Bloodroll forcément, mais les fans du WoD, qu'on est une communauté élitiste, on me l'a déjà dit, tu vois. Ah ouais. Comme quoi, j'ai pas cette impression, mais on me l'a dit. Donc, si on me l'a dit, c'est que il y a des gens qui pensent ça, et du coup, je me dis, s'il y a un côté élitiste, justement, il faut pas l'être. Il faut essayer de pousser les nouveaux à. Enfin, moi, j'encourage les personnes à faire des erreurs et tout. Il y a pas de problème. Ouais, non, mais faut pas coller au lore, parce que. Alors, je vais citer un très bon site. Pour le lore, s'appelle La Litanie du Sang. C'est un très très bon site où voilà. Si vous cherchez du lore à WoD, tout est expliqué du début jusqu'à la fin, que ce soit du vampire, du mage, enfin tout le monde des ténèbres, momie, etc. Ils ont tout impliqué dedans, et c'est très très bien foutu au niveau chronologie. Voilà, donc c'est pour les gens qui veulent commencer, je vous conseille d'aller sur ce site et commencer déjà à regarder un petit peu ce qu'il fait. Après, on n'est pas obligé de suivre le lore. Enfin, je veux dire, la règle d'or dans Vampire, c'est qu'il y a pas de règle, quoi. Donc du coup, faites ce que vous voulez et créez ce que vous souhaitez, quoi. Après, voilà. Après, avec V5, c'est un peu moins compliqué avec la dernière version, parce que voilà, on va dire qu'il y a le livre de Beckett qui fait la jonction, qui est très compliqué, même pour moi. Il y a plein de trucs sur le livre de Beckett, j'ai dû chercher sur internet à côté pour comprendre ça. Je te coupe, est-ce que tu as lu les cycles des clans Le cycle des clans, ouais. Ouais, parce que il y a pas mal d'informations aussi sur les cycles des clans. Il y a 13 volumes en tout avec l'anthologie. Et alors ça c'est juste la mascarade. Ah non, le cycle des clans, pardon, c'est le livre des clans. En bouquin. C'est pas le cycle des clans. Non, j'ai pas vu le cycle des clans. Moi c'était le livre des clans. Le livre des clans. Non, mais là je parle des romans en fait qui ont été faits. Ok, les romans j'ai pas lu. J'ai pas lu les romans. Il y a aussi 3 romans qui sont très très bien. C'est La Mort impie, je crois, qui s'appelle Rouge. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, il y a 3 romans. Ils sont super bien faits. Et c'est pareil, ça donne ça donne du contexte au jeu, etc. Si on a un peu le temps de trifouiller dedans et puis de sortir les informations. Moi, j'avais récupéré les bouquins de Dark Age à l'époque, les livres de clan, les livres romans clan de Dark Age, c'est pareil, romans clan. Ils sont dans ma bibliothèque. Ça vaut une blinde maintenant. Ça vaut une blinde. Ah bah même les livres de clan. Même les livres de clan. Il y en a encore que je suis en train de chercher. Je suis en train de me les collectionner. J'ai encore là, j'ai une autre bibliothèque de l'autre côté, mais je commence à en avoir pas mal, mais il y en a encore qui sont durs à trouver. Il y en a qui je passe de VF à VO et tout. Donc, Non, mais moi, romans, j'ai tout en VF en roman, parce que moi la VO. Mais j'ai tout en VF. Mais ça fait longtemps que je les ai, parce que je suis vieux. Je suis vieux, Harry. C'est ça. Alors on va passer aux questions un peu virtuelles, puisque c'est un peu notre domaine. Qu'est-ce qui t'a amené à jouer en virtuel? Pour quelle raison? Disons que le virtuel, c'est pour la chaîne ou en général d'ailleurs? Pour la chaîne et puis en général. En général. Alors parce que j'ai commencé à jouer en virtuel à l'époque justement au lycée, parce que je jouais un petit peu avec quelques potes, mais on était en campagne, donc j'étais paumé en Picardie, en plein milieu de 2 champs, quoi. C'est un peu compliqué de jouer au JDR avec des animaux sauvages. Disons qu'ils font pas les choix que tu attends. Ouais, puis tu fais plus des rituels avec eux, enfin bon. Oui, c'est ça, c'est exactement ça.
Du coup, c'était pratique. C'est le côté pratique. Quand t'as des personnes loin, tu rencontres des gens sur Internet, tu peux jouer avec eux parce que trouver des rôlistes en campagne, c'est compliqué. Ouais. Quand t'es gamin, t'as pas la bagnole et tout. C'est un peu improbable. Et pour la chaîne, c'est le côté aussi pratique d'ailleurs, parce qu'à la base de chercher des joueurs, j'étais sur Paris depuis pas si longtemps et je cherchais des joueurs que je pouvais avoir assez régulièrement pour pouvoir tourner tous les 2-3 semaines facilement, quoi. Est-ce que la pratique virtuelle est plus facile à mettre en place qu'une pratique IRL au niveau de disponibilité, etc. Pour toi? Alors, niveau disponibilité, bon, en ce moment, on galère. Je vais pas te mentir, on galère en ce moment. Mais c'est pour ça qu'on n'arrive pas à jouer en ce moment. Mais en général, oui, c'est plus pratique à mettre en place, je trouve, en virtuel que... C'est plus facile de réunir des gens pour 2 heures de temps que 8 heures de temps autour de la table, quoi. C'est ça. Alors, nous, on joue quand même entre 4 et 5 heures parfois. On fait quand même des très longues sessions. D'accord, ok. En virtuel, c'est ça? En virtuel, ouais. Ah ouais, d'accord. Ok, d'accord. T'arrives à tenir? En général, c'est plus 4 heures quand même. T'arrives à tenir? Parce que c'est long, hein. 4 heures en virtuel, c'est psychologiquement et puis même physiquement. Moi, je me suis aperçu que j'étais plus épuisé quand je faisais du virtuel que quand je faisais de l'IRL. Hein. Après, il y a l'écran. Ouais, il y a la fatigue en fait, la fatigue des yeux avec l'écran, etc., etc. Donc, ouais, bah, chapeau. Est-ce que vous avez commencé à jouer directement sur Roll20 ou est-ce que vous avez commencé à regarder ce qui se faisait ailleurs et essayer de tenter d'aller jouer sur d'autres tables virtuelles? Alors là, pour l'instant, on est toujours sur Roll20 du coup, Roll20. Par contre, j'ai regardé un petit peu du côté de Foundry. On a hésité un moment à passer sur Foundry, qui est très 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 cool. Mais j'ai pas l'action, pas l'action. Là, il est vraiment très cool, Foundry. Après, en vrai, pour le World of Darkness ou Vampire, je veux dire, même si on jouait comme ça, sans map, sans rien, ça suffit largement. Je veux dire, c'est pas du Donjons et Dragons. Je trouve que Foundry, c'est très cool pour tous les jeux, genre du Knight, du Donjons et Dragons, des trucs où il y a beaucoup de... La simulation. T'as besoin d'automatisme. C'est ça. Le reste, c'est un peu gadget. Hein. Même nous, pour te dire, on a fait un choix d'avoir des maps virtuelles parce que c'est pour le côté YouTube. Mais en vrai, c'est très optionnel. Et pourtant, on passe tellement de temps là-dessus, que ce soit sur les génériques, enfin sur le visuel ou les maps et tout. Mais au final, je pense que le visuel est utile quand même pour YouTube. Mais non, du coup, on est resté sur Roll20. Je me suis dit, c'est le plus simple. Ok. Jusque-là. Peut-être qu'un jour, on changera. Mais... Ouais, bah après, j'aurais tendance à dire, si c'est votre technique de jeu et que vous n'avez pas besoin de plus, pourquoi aller chercher avec autre chose, quoi. C'est... L'abonnement, je dirais, peut-être pour arrêter l'abonnement. Ouais, alors c'est le problème c'est un petit peu le problème des commandes des VTT où effectivement tu as un quota en free qui est généralement assez moindre. Mais surtout quand tu joues en campagne, tu dépasses très rapidement ce quota et que tu es obligé de très rapidement de prendre t'es obligé de prendre un abonnement. Le côté effectivement Foundry, c'est que t'es pas obligé de tout mettre, hein, t'es pas obligé de mettre toutes les modules, etc. Tu peux jouer simplement comme si tu jouais sur Miro, hein, c'est pas le problème. C'est que l'avantage, même si j'ai pas des parts dedans, c'est que tu l'as acheté, c'est pour toi, c'est à toi, voilà, et t'as rien d'autre tu n'achètes rien d'autre derrière. Donc et puis t'as une grosse communauté de Foundry sur Foundry qui tous les add-ons, tous les mods, qui font des tafs et des game systems de ouf, quoi. Moi j'ai testé celui de Vampire 5e édition et ça fonctionne vraiment très bien. Les battle maps, c'est ce que je dis. Hein, voilà. À Vampire, franchement... Il n'y a pas de... Enfin, nous, je sais qu'on le fait, mais c'est parce qu'on a choisi ce format-là actuellement. C'est ça, parce que t'as un format en fait visuel et qu'il faut quand même tenir les gens un petit peu, les viewers, etc., avec des images de temps en temps, quoi. Après, je le comprends, mais c'est pas... De toute façon, Vampire, à la base, c'est pas un jeu simulationniste. Hein. Donc, du tout. On est plus dans le storytelling que dans la simulation. Donc, c'est clair. Puis nous, on va dire que ça nous fait gagner un petit peu du temps. Il y a un peu moins à détailler. Du coup, c'est vrai qu'on détaille un peu moins les maps, etc. Que quand t'as pas de battle map, tu détailles un peu plus les décors et tout. Et je me dis,
sur un épisode d'1 heure ou 1 heure et quelques, ça fait gagner quand même un petit peu de temps de faire ça à chaque lieu, quoi. Mais tu vois, sur Demons of Fallen, moi j'écoute plus que je ne regarde les podcasts, les actual play, et donc du coup je fais tiens, ils ont mis des battle maps. Tu vois, mais j'écoutais, mais quand j'ai mis mon œil sur l'écran, j'ai fait il y a quand même des battle maps, etc. Donc voilà. Mais c'est vrai que la plupart des gens, quand ils écoutent des actual play, des fois ils le font dans les bagnoles, donc du coup t'as pas le côté visuel, quoi, tu vois. C'est ça. Et pourtant il y a tellement d'heures de travail derrière. Sur le visuel. C'est ça. C'est que tu te fais chier pour rien, en fait. Hein. Mais sur le projet Alien, là, je vais obliger les gens. Je vais mettre un message audio. Alors, tu mets un disclaimer. Arrêtez-vous. C'est ça. Non, mais enfin, il y a plein de podcasts audio qui fonctionnent très très bien en jeu de rôle. T'as pas besoin de. C'est très très bien fait. Alors, c'est vrai que notre méthode change un peu au niveau du mastering. Quand tu joues en virtuel et quand tu joues en IRL, on n'a pas du tout, moi personnellement, j'ai pas du tout la même façon de masteriser. Est-ce que c'est ton cas aussi? Alors vous jouez avec les cams, donc il y a pas le non-verbal, mais il peut y avoir sur certains types de jeux. Donc comment vous en sortez, vous, de ce côté-là, en fait? Alors nous de toute façon, enfin je sais que ça va me faire plaisir de faire des projets IRL. J'aimerais bien faire du Vampire V5 IRL. Il y a ce côté tactile aussi dans l'IRL, un truc tout bête, mais quand t'as les deux joueurs qui se regardent et je sais pas, qui se serrent réellement la main ou qui se tapent un peu l'épaule ou tu te fais un câlin, enfin tu vois, t'as ce côté réel physique qui, je trouve, rajoute quelque chose en plus, chose que tu peux pas quand il y a les cams. Après, heureusement, comme tu dis, on a les cams. Donc déjà, mine de rien, même si on n'y a pas ce côté physique, qu'on est dans la même pièce, tu peux quand même regarder l'autre dans les yeux, t'as quand même les mimiques, t'as quand même les trucs, par exemple les émotions, un truc tout con. On n'aurait pas eu les cams dans les fois où, par exemple, il y a une joueuse qui craque ou un truc comme ça avec l'émotion, etc. Réellement, ça aurait pas rendu pareil en fait. Ouais. C'est-à-dire que enfin les cams rendent tellement de choses. Il y a certains joueurs ou même des joueuses qu'on a en tout cas, je vois, quand ils ne parlent pas, tout se fait avec le regard aussi. Et pourtant c'est par la cam, mais il y a des fois des échanges où tu vois dans le regard, tu captes quelque chose, tu captes un message que tu capterais pas s'il y avait pas les cams, quoi. Jouer sans cam, c'est compliqué. Ouais, voilà, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que tu jouerais sans cam en fait? Je pense pas. Non, pour moi la cam, ça apporte vraiment le petit plus de Monsieur Plus sur le travail que tu effectues en tant que meneur avec les autres joueurs et tout, quoi. Et même entre les joueurs, quoi. Donc c'est comme jouer sans musique, je pourrais pas, parce que pareil, il faut savoir que là Démon, du coup t'as pas forcément vu de scène entre guillemets impressionnante avec la musique. Mais il y a plein de moments où, dans Vampire ou Garou, où il y a la musique, il faut savoir que j'arrive à le déclencher à peu près à temps, et j'essaie de jouer énormément de scènes avec de la musique, genre les moments dramatiques, etc. La musique est hyper importante, et on essaie de caser tout sur les timings, mais c'est pas rajouté au montage, c'est rajouté vraiment, enfin c'est joué en jeu, parce que ça aide aussi les joueurs à se lâcher au niveau des émotions. Combien de fois il y a des joueurs qui me disent non mais c'est là aussi la musique, l'ambiance et tout qui fait que là t'es triste vraiment, tu vois. Ouais. Si t'avais pas cette musique, d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a toi amené à filmer tes séances de jeu? Pour quelle raison? Alors pour ma part c'est pas pratique, pas pour le côté pratique comme toi. Moi j'aime beaucoup le côté un petit peu série en fait, le côté réalisation un petit peu, enfin moi c'est pour ça que metteur en scène, mettre la musique, voilà, la mise en scène, la musique, etc. Et pouvoir suivre des personnages qui évoluent et moi-même aussi découvrir ce qui se passe, parce que même si je prépare le scénario global, il y a plein de fois où j'adapte le scénario en fonction des choix des joueurs et de ce qu'ils vont devenir, etc. et tout. Donc moi-même, je découvre aussi la série, mine de rien, même si je sais à peu près vers où ça va mener. Voilà, il y a quand même beaucoup de détours, des fois, des choses qui se passent qui c'est pas du tout prévu, ça rajoute des nouveaux trucs, et du coup je me dis ah ouais, ça on va pouvoir l'inclure dans Vampire, ah ça on pourra le mettre dans Garou, ça... Enfin voilà, et du coup c'est... D'accord. Ok. C'est le côté série en fait.
Tout à l'heure, on parlait des joueurs en fait, qui se connaissaient pas, etc. Mais Ouais. toi, est-ce que comment tu les as recrutés ces personnes? Est-ce que tu avais une technique de recrutement avec un CV et tout, ou est-ce que comment ça s'est passé? Et comment ça s'est passé le recrutement chez toi? Alors bon, c'était peut-être un peu en mode va-vite parce que pardon. J'ai juste recruté un peu au hasard en fait. C'est-à-dire que c'est parti, je crois, il y avait 2 posts. Il y avait un post sur un groupe de jeux de rôle sur Facebook et un post sur le forum de Bloodlines sur jeuxvideo.com. Et c'était très risqué, mais et on dit ouais, on a un petit projet de chaîne, etc. et tout autour aussi du monde des ténèbres, etc. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient chauds pour en venir et tout ça? Et du coup, on a réussi à récupérer les joueurs de Vampire saison 1 à ce moment-là. Maintenant, c'est différent parce que maintenant, on reçoit beaucoup de propositions pour jouer. Donc là, au contraire, à la base, j'avais une vision un petit peu trop idyllique d'ailleurs du truc. Je me disais, ouais, je vais faire jouer le maximum de personnes. Ce que je voulais faire, c'était aussi ne pas faire de barrière, ne pas avoir des personnes qui connaissent et qui sont bons en RP et les mélanger avec des personnes qui ne connaissent pas et qui débutent. Parce que je me dis, c'est comme ça que les débutants vont être portés aussi en mélangeant les tables. Et je tentais aussi de faire, ça on continue de le faire, des tables mixtes, garçons, filles. Ouais. On fait toujours ça à peu près, genre 2 garçons, 2 filles en général. Ou une fille, ça dépend en fonction de la situation. Mais globalement, on essaie de faire des tables mixtes et aussi pour les débutants et non débutants. Et du coup, ouais, donc maintenant, le recrutement est différent. C'est-à-dire, c'est plus compliqué maintenant de venir jouer avec nous parce que c'est pas qu'on veut pas en fait. C'est parce que le problème, c'est que maintenant, la qualité augmente. Donc, il faut le matériel, il faut le micro, il faut... on essaie de... Les joueurs débutants, ça me dérange pas, mais il faut qu'ils soient investis. C'est-à-dire, il faut que ce soit des joueurs qui aient envie d'être là et qu'ils aient des disponibilités et qu'ils soient investis dans le projet parce qu'au finalement maintenant on n'est plus une partie, enfin c'est plus une partie comme Vampire saison 1, maintenant c'est entre guillemets un projet quand même. Oui. Donc c'est-à-dire c'est une saison, c'est un projet de l'équipe et ça j'essaie de bien le faire comprendre quoi, que c'est plus et je pense que c'est important si on veut avoir de la qualité de montrer que c'est un projet et que c'est plus une partie simple partie quoi. Je suis d'accord. Donc donc maintenant il y a un tri quand même, mais c'est pas réellement parce que je le veux, mais parce qu'on est obligé maintenant. On peut plus se permettre quoi. Parce que les micros un peu pourris et tout, déjà même dans Démon c'était très limite. Mais après c'est des personnes qui sont là depuis très longtemps pour Démon. Et enfin j'avais promis de les faire jouer aussi. Et enfin je sais que c'est grâce à eux qu'on arrive à évoluer et tout. Donc voilà, c'est normal de laisser la porte ouverte quoi. Alors, on va passer à la 3e partie de l'interview, c'est l'organisation virtuelle. Donc là, plusieurs petites questions. Comment tu t'organises toi? Comment tu prépares tes scénarios? Combien de temps tu consacres à ton projet? Et est-ce que tu utilises effectivement des outils? Parce que moi, quand j'ai vu Demon the Fallen, quand j'ai vu les BG des joueurs, quand j'ai vu les introductions de chaque joueur, je me suis dit, putain, mais derrière, il doit y avoir un boulot monstre au niveau du compteur pour pouvoir, à la fin, que tous les éléments intégrés se relient et fassent le final qu'on peut voir dans la série. Donc du coup, toi, comment tu t'organises? Comment tu prépares tes scénarios? Alors déjà, je mets beaucoup de temps à lire le maximum de livres avec les suppléments. Ouais. Déjà en tout premier lieu, c'est-à-dire que Démon, j'avais jamais fait jouer, Garou, j'avais jamais fait jouer non plus. Donc il a fallu que je me tape le maximum de trucs. Alors Démon, ça a été encore... Enfin, c'est le côté anglais qui m'a pris le plus de temps, mais Loup-Garou, j'avais tellement de suppléments, l'univers est assez compliqué et tout ça, et par contre j'ai beaucoup accroché. Du coup, j'ai dû tout lire, le maximum de choses avec les suppléments. Ensuite, j'écris la base... C'est pas le tout de le lire, c'est de les retenir après.
Ouais, mais après je me fais des aides de jeu. Ah aussi. Voilà, donc tu fais des petites aides de jeu. Ok, d'accord. C'est ça, okay. C'est ça. Je me fais des petites aides de jeu. En général, je fais même une aide de jeu qui va servir aux joueurs, qui sont très contents d'avoir puisqu'ils oublient qu'elle existe. Donc je m'en veux un peu parce que je mets quand même quelques heures à le faire, mais bon, bref. Non, je ne me plains pas, c'est faux. Ensuite, je commence à écrire un peu le scénar parce que il y a plusieurs thèmes qui me viennent à l'esprit, mais je me dis celui-là il est peut-être un peu trop cherché. Enfin, des fois, si on s'éloigne trop du sujet de base pour une première saison, ça va peut-être pas plaire. Donc j'essaie de choisir un thème et j'écris juste les bases, donc c'est-à-dire le début, le milieu, la fin globalement de ce qui se passerait pour les joueurs. Ensuite, je recrute il y a la phase de recrutement des joueurs. Je leur dis écrivez le BG que vous voulez. Je fais juste en sorte qu'il n'ait pas le même clan, ou pas la même tribu, ou pas la même maison pour les démons, histoire que ce soit un peu diversifié. Donc je dis telle personne a pris tel truc, donc voilà, éviter. Ils peuvent se concerter un petit peu, hormis sur vampire et garou, mais sur démons ils se sont concertés pour le coup, un petit peu pour savoir ce qu'ils allaient faire. Globalement ils sont libres de leur BG, etc. et tout. On a même eu des trucs genre des BG très très un peu osés sur je pense notamment à un BG sur Garou. Si jamais tu vois l'intro, tu comprendras. C'était un peu gênant, mais c'était très intéressant. Ensuite, une fois que les BG sont faits, je les prends, je repasse sur le scénar et j'adapte les BG au scénar, c'est-à-dire que je rajoute tous les éléments de chaque background au scénario et je crée l'intro pour chaque personnage. Alors les intros pour chaque personnage, pour démon ou même pour les autres, globalement je reprends le BG que m'a fait le joueur, donc je fais vivre un petit peu ce que m'a écrit le joueur, sauf que je rajoute quelques petits trucs perso. Je demande l'autorisation au joueur, je dis je te rajoute quelques petits trucs perso, etc. Parce qu'en général ils aiment bien avoir un peu de surprise aussi pendant leur introduction. Et ensuite je fais les maps, les PNJ, les musiques, etc. Pareil, au moment de l'écriture du scénario, il faut savoir que j'utilise en outil ce qu'on appelle du min mapping. Donc c'était Xmin. Donc c'est comme quand on colle des. C'est des cartes heuristiques. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, c'est pour les relations parce que dans Vampire, toi-même tu sais, c'est voilà, on en a besoin. Donc pour chaque PNJ. Je crée vraiment chaque PNJ, comment ils sont, leurs secrets, etc. pour faire vivre la ville et tout ça. Et j'essaie aussi de prendre en compte ce qui se passe dans Vampire, dans Garou et dans les autres trucs pour que tout avance globalement. Et il y a déjà le crossover de prévu avec le truc principal de prévu, les ennemis principaux, etc. on va dire, de côté quoi. La vache. Faut les imbriquer ensuite dedans. Bah ouais, c'est ça. Moi, c'est impressionnant. De toute façon, les outils de cartes heuristiques, ça, c'est pas même pas forcément que pour Vampire. Hein. Moi, je l'ai utilisé aussi pour faire du Donjon et Dragon parce que, comme toi, j'ai créé mon scénario à Donjon et Dragon et je me suis basé sur ce qu'avaient fait les joueurs au niveau de leur BG. Et donc, du coup, effectivement, pour il n'y a pas 36 000 outils pour avoir une vision globale du scénario, etc. Et les cartes heuristiques te permettent effectivement de tisser les liens entre les gens, les ennemis, les alliés, etc., etc. C'est terrible. Et c'est un très très bon outil. Donc pour tous les meneurs de jeu qui veulent faire leurs propres scénarios, je leur conseille franchement ces outils-là pour avoir une vision beaucoup plus globale et puis éviter de se perdre en fait dans son propre scénario quoi, en gros quoi. C'est ça, et même ça peut donner aussi des idées de scénario quand tu crées, en général par exemple pour Vampire je crée la ville, pour Démon je l'ai adapté au scénario, c'est un peu différent, mais pour Vampire par exemple j'ai créé la ville en faisant le prince, les primogènes, le shérif, le machin, j'ai mis tous les trucs, telle personne utilise à tel Elysium, etc. Ensuite les relations, puis là tu dis ah tiens machin peut être jaloux de machin, mais machin peut avoir fait ça, peut-être il y a un lien de sang entre machin, et puis au final après tu pars dans un truc, et au final t'as ton scénar quoi, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok. Et les maps aussi, parce qu'on passe beaucoup de temps aussi à faire les maps et tout ça. Ça mine de rien, c'est optionnel, mais
Ça prend du temps. C'est des maps que tu fais toi-même ou c'est des maps que tu récupères? Okay. Je tente de récupérer le maximum pour gagner le maximum de temps. Et ensuite, il y en a que je fais moi-même. Il y en a même que je prends sur Unreal ou bien un peu en hauteur de la 3D, etc. Ou, j'essaie de gagner le maximum de temps, Photoshop ou autre. Je fais des bidules et tout. Donc, Ok, d'accord. Et après, il faut faire le générique. Parce qu'il faut faire le générique, il faut que les joueurs m'envoient leurs photos pour que je les mette dans les génériques en 3D au début des séries aussi. D'ailleurs, puisque toi tu montes tes vidéos, est-ce que tu utilises un outil spécifique pour monter tes vidéos? Non, on est sur Premiere Pro. J'étais tout seul au départ. Ouais. On est à 2 maintenant à faire le montage. Du coup, c'est bien ça soulage. Hein. Ouais, parce qu'on passe à 2. À l'époque, genre Vampire saison 1, tout ça, Vampire saison 1, je passais très très peu de temps, on cutait que les pauses et hop. Maintenant, il y a tellement de choses rajoutées et tout, on passe à peu près 8 heures par semaine. Ah ouais, quand même, c'est devenu un boulot à plein temps, quoi. C'est affolant, c'est affolant. C'est pour ça que je vais ralentir après sur le rythme. Une fois Vampire saison 2 calmé, je vais ralentir sur le rythme. Pas d'abandon ou quoi que ce soit. Il va y avoir des suites, il n'y a pas de problème. Mais je mets quelques mois de pause avec un peu plus de préparation et hop, on repart. Et je pense faire des saisons un peu moins longues aussi. Ouais. Sur un épisode à peu près d'1h30, vous tournez combien de temps en fait? En gros, on tourne à peu près, genre par exemple 4 heures. Ouais. Du coup, ça nous fait à peu près 3 épisodes. Ça fait 3 épisodes. En temps 4. Ouais, ok, d'accord. Okay. Mais en général, en moyenne 3. Et tu coupes beaucoup ou c'est vraiment c'est léger, on va dire? Non, alors on essaie de cutter le moins possible. On cut les pauses quand il y a un bug, quand il y a un petit truc hors RP ou des trucs comme ça. Comme technique, tout ça. C'est ça, ou un point de règle où on n'est pas d'accord, ou enfin en mode attends, il faut qu'on vérifie. Ça arrive rarement en jeu, hein, mais de temps en temps ça peut arriver. Ça c'est cuté. Ensuite, voilà, enfin, si un truc, genre, un de mes joueurs perd son pantalon ou des trucs comme ça, c'est cuté, évidemment. Je dis ça parce qu'il, c'est déjà arrivé? C'est pas ça, mais il y a eu des trucs marrants. Mais voilà, enfin, on cut, ce genre de moments, mais globalement, on cut pas trop. Les seuls moments où on cut un peu de temps en temps, c'est les moments d'enquête. Par exemple, dans Vampire saison 2, il y a des moments où ils doivent enquêter sur un truc et ils sont totalement lâchés, ils ont pas d'objectif plus, donc, par où commencer, du coup, le temps qu'ils se concertent, ils disent allez on fait plan A, puis après A on fait plan B, puis au final ils reviennent sur plan A, du coup là on cut parce qu'on peut pas laisser tu cut le plan B et le plan C et puis tu ça tu laisses le plan qu'ils voulaient, quoi. Ok, d'accord. Pour que les viewers soient pas c'est comme ça rend la vidéo un peu plus fluide, quoi. C'est ça. Dans Vampire saison 1 il y avait pas ça à l'époque, du coup d'ailleurs maintenant c'est pour ça que je tiens absolument à préciser qu'on fait un épisode 0 à chaque fois qui fait un récapitulatif de la saison d'avant. Comme ça, la personne peut se lancer sur Vampire saison 2 direct sans avoir vu la saison 1. Mais c'est ce que j'ai vu en fait tu fais un petit résumé de la saison sur la saison 2 par exemple, juste avant, tu fais un petit résumé de la saison 1, ce qui s'est passé, etc. Et ça, c'est très bien, comme ça évite d'être perdu, toi. Et voilà. Non, mais c'est bien, c'est très très bien de faire ça. Après, je sais que les gens qui ont regardé et vécu le truc avec dans la saison précédente sont souvent un peu plus impliqués dès le début parce que ils ont envie de voir la suite, tu vois. Et puis ils ont vécu des choses avec les personnages, mais tu peux pas obliger, genre par exemple si je te dis tiens, essaie de regarder une de nos saisons, t'as envie de recommencer par Vampire saison 2, je vais pas te dire tiens, regarde les 34 épisodes de Vampire saison 1, tu vois, ça peut être long, tu vois, c'est logique. Allez, 34 épisodes d'1h30. Ouais, ça pique, hein. Ah, c'est sûr. Hein. Alors moi, je dois avouer que certaines vidéos, je les écoute un peu plus rapide que la vitesse normale. En x2, x3. Non, pas non. Non, généralement, j'augmente juste de 1 à 25 quoi, pour que ce soit audible. Tu vois, mais que ce soit plus rapide, quoi. Parce que des fois. Et que le démon ait quand même encore une voix de démon. Ben, c'est ça, parce que s'il a une voix comme ça va pas le faire. C'est ça. Surtout que, dans Garou, j'ai utilisé un modificateur de voix pour le. Ouais. Mais c'est dans. méchant, entre guillemets. Ouais, donc, tiens, ça, c'est intéressant. C'est post-prod ou c'est pendant le jeu que tu fais ça? Pendant le jeu. Pendant le jeu. Tu utilises quoi exactement? J'avais utilisé mode Vox, je crois, un truc comme ça. Voice mode, ouais, c'est Voice mode, merci. Ouais. Ok, d'accord. Non, je l'utilise aussi, c'est pour ça, donc
c'est pour faire ma voix de robot quand je joue à Starfinder parce que je joue un. C'est pratique. Hein. Je joue un Ori, donc du coup. Ouais, c'est pratique, c'est marrant. Puis même ça te fait. Après, faut pas en abuser, je pense. Non, faut pas en abuser, mais je pense que je vais l'utiliser effectivement pour l'appel de Cthulhu, pour des rêves, des trucs comme ça. Peut-être mettre un peu en ambiance pas vocale, un peu église, des choses comme ça, avec des échos, des choses comme ça. Ça peut être intéressant pour ce genre d'ambiance en fait. Mais c'est vrai qu'il faut pas le faire. Là on l'a utilisé pour Neil. Neil, c'est entre guillemets le grand antagoniste de Loup-garou saison 1. Ouais, ou voilà, pour un PNJ bien spécifique, qui a une voix un peu grave, que toi tu peux pas le faire. Tu peux utiliser ce genre d'outil, ça peut être sympa, effectivement. Donc est-ce que tu vois d'autres outils que tu utilises dans le virtuel, à part ceux que tu as décrits ? Alors après, c'est pas pour les parties, mais c'est pour les génériques, c'est Unreal Engine. Ouais. Sinon, le reste, moi je suis assez crayon papier, donc j'ai toujours un bloc-notes. Ouais. Et je suis aussi Drive, hein, c'est-à-dire que je mets tout sur doc, tous mes pages, tu verrais, pour toute la ville de vampires, de loups-garous, etc. Enfin, je mets tout dans un doc bien rangé avec mes PNJ. Pour les tokens, c'est Photoshop, tout ça, mais je suis très, très manuel. Après, j'ai pas d'outils qui permettent de tout trier je sais qu'il y en a qui utilisent des outils spéciaux où ils peuvent me faire leur PNJ dessus et tout ça, mais moi non, je suis très écrit normal en fait. Ouais. Alors moi, je te conseille, si tu connais pas, je te conseille un petit outil pour faire des tokens. C'est tu drag and drop directement ton image sur le site. C'est pas un site, c'est un petit logiciel qui s'appelle. J'ai appris ça en fait quand j'ai commencé à chercher ce qu'il y avait d'autres VTT, et on avait commencé à jouer un petit peu sur MapTool, qui est une véritable usine à gaz. Mais ils ont développé un petit outil qui s'appelle Token Tool, qui permet de faire des tokens. Qui est très 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 utile parce que tu peux même faire des tokens via un PDF. Donc c'est hyper utile et c'est très ergonomique. Tu prends ton image, tu la colles dans la grande fenêtre et pouf, après derrière tu mets le token que tu veux qui est dans une liste et puis tu fais ton token comme ça. Sinon il y a c'est pratique. Il y a code token Roll Advantage aussi je connais pas ça. Où tu mets tu le mets direct sur le site, tu fais glisser ton image et t'as le token, tu choisis la bordure que tu veux et t'exportes. Il y a plein d'outils, même en ligne, tu vois, pour enlever le fond blanc ou le fond d'une image, qui est très très utile quand tu vas avoir juste ton PNJ et pas avoir tout le décorum qui se trouve derrière. Donc il y a vraiment, je les mettrai dans la vidéo, je mettrai le lien dans la vidéo, parce que ça peut être effectivement des outils intéressants pour les gens qui font leur scénar, qui veulent faire des tokens, qui veulent enlever le décorum qu'il y a derrière un PNJ, etc. Donc je mettrai ça dans la description de la vidéo. Est-ce que tu as un regard particulier sur tes parties ? En gros, est-ce que tu alors t'as répondu un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu re-regardes tes parties pour prendre un exemple, moi maintenant, j'improvise pas mal sur l'appel de Cthulhu. Parce que des fois, les joueurs ils sont un peu perdus et du coup, ils m'inventent des trucs, c'est très bien, mais j'ai une mémoire de poisson rouge. Et même si j'ai ça, un bloc-notes que je marque. Des fois, je note pas tout parce que je suis pris dans le truc, etc., dans l'improvisation, et des fois, je note pas. La vidéo me permet de revenir sur l'état où j'ai improvisé et de pouvoir noter ce que j'ai dit et éviter de dire des conneries à la prochaine séance aux joueurs. Est-ce que toi, tu as ce regard particulier sur tes parties ? Alors, moi, en général, déjà, je pense qu'on est beaucoup dans mon cas. Moi, je déteste m'écouter. Je me comprends même pas comment il y a des personnes qui arrivent à suivre les vidéos parce que franchement, je me trouve insupportable. Mais bon, je pense que non, mais ça, c'est ouais. Moi aussi, je me trouve insupportable au niveau de la voix. Mais ça, c'est. Et pareil, j'évite aussi. Il y a que pour le montage et c'est pour ça que je suis content maintenant d'avoir de l'aide pour le montage parce que quand je me vois, je me dis, c'est pas possible, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait de la merde, etc. Je vais me faire insulter, mais tellement de fois, mais au final, les gens sont adorables. Jusque-là, ça s'est très bien passé.
Les vidéos, par contre, ouais, peuvent parfois me servir pour aller chercher. Je vois, par exemple, moi, j'ai un très gros problème avec les prénoms des PNJ. Je me suis déjà emmêlé les pinceaux. Et des fois, les vidéos me servent à me dire, attends, comment c'était déjà, machin, et est-ce qu'il avait dit un truc particulier? Tu vois, il y a des trucs, des fois, parce que même si on a des scénars où c'est un peu plus guidé que sur table, il y a quand même des petits trucs un peu impro, etc. Et pour aller chercher des infos comme tu fais, en fait, je trouve que c'est pratique. Ça m'arrive d'aller consulter une vidéo, mais juste pour aller chercher des infos ou alors essayer de voir pourquoi je suis pas content d'un truc, quoi. Mais globalement, pas par plaisir en tout cas. D'accord. C'est plus oui pour le travail que tu vas effectuer après derrière que effectivement regarder tes parties parce que pour dire ah bah tiens là c'était super sympa, on a bien rigolé, tac tac, je vais la regarder, etc. Moi je sais qu'il y a des gens qui des fois regardent des vidéos parce que ils les re-regardent en tant que meneur de jeu parce que c'est drôle quoi. Donc du coup moi c'est vrai que ça m'arrive mais que pour les joueurs en fait, c'est que quand il y a eu genre des joueurs qui ont eu beaucoup d'émotions ou autre, enfin je vais pas te mentir, la fin par exemple, la fin de Loup-Garou ou même un ou deux passages de Vampire la saison 2 actuellement, j'ai été le revoir parce que je dis putain mais là l'ambiance, le truc qu'ils ont vécu, tu vois, le truc était trop bien, mais c'est eux c'est les moments où eux ils parlent et ils se mettent en mode, tu vois, t'es là, tu fais oh putain mais c'est trop beau à voir, la scène est trop belle. Mais par contre c'est pas quand je masterise en fait, c'est plus que vraiment pour leur scène. Pour leur scène à eux, ouais, ok, d'accord. Ça. Est-ce que quand tu as commencé à jouer et à masteriser en virtuel, est-ce que tu as rencontré des difficultés, que ce soit technique ou autre, pour recruter les gens, est-ce que tu as trouvé que c'était facile d'accès ou est-ce que tu as mis les mains dans le cambouis sur différents trucs et tu t'es dit voilà là il va falloir que ma courbe d'apprentissage augmente un peu là parce que là sur Roll20 c'est la galère quoi. Nous on est un peu très manuel donc niveau automatisme on n'utilise pas beaucoup de trucs automatiques et tout donc ça c'était pas très difficile. Là où ça a été plus difficile c'était surtout le son clairement parce qu'à l'époque on enregistrait tout sur une même bande son. Pour Vampire saison 1. Donc il n'y avait pas plusieurs, même Loup-Garou, plusieurs pistes. Maintenant c'est du multipiste, c'est en plus nettoyé, c'est cuté. Enfin, tu vois, maintenant c'est quand même plus entre guillemets professionnel quand même au niveau rendu. À l'époque c'était pas le cas du tout. Donc ouais, on a eu plusieurs épisodes, enfin quelques épisodes où de temps en temps le son était pas forcément terrible. Enfin, c'est pas inaudible. Les épisodes en général sont bons, mais c'est juste. Voilà, où t'es pas content, il y a eu des difficultés avec le son, etc. et tout. Ensuite, les plannings des joueurs, parce que mine de rien, même si on est en virtuel, ouais, il y a quand même toujours des problèmes avec les plannings des joueurs, comme en ce moment, par exemple, on n'a pas joué à Vampire depuis 2 mois, pratiquement. On a beaucoup d'épisodes d'avance, donc là, on arrive vers la fin, donc il va falloir redémarrer d'ici peu. Et ensuite, je dirais, en difficulté, c'est de lancer la chaîne, en fait, parce que je suis très nul en tout ce qui est marketing, pub, etc. et tout. Ah, toi aussi. Bienvenue. Ça me rappelle une discussion. Et du coup, ouais, faire connaître, entre guillemets, connaître la chaîne, c'était compliqué. Et pareil, lancer, comment dire, vendre la chaîne, c'est-à-dire que te dire à des gens, allez regarder, je vous promets, c'est pas mal, j'espère que vous allez aimer, machin. Les gens, pour se lancer dans une aventure, c'est compliqué, surtout quand c'est lent, quand il n'y a pas de dragon à combattre tous les 2 épisodes ou un troll énorme qui menace la ville. Voilà, quand ils connaissent pas plus de vampires, ils disent ouais, ok, un truc contemporain et tout. Enfin, ouais, pour moi, la difficulté, ouais, c'était de faire décoller la chaîne ou même encore maintenant, de faire un peu connaître la chaîne, c'est un peu compliqué, ou de vendre la chaîne, quoi. Ouais. Ouais, bah c'est un petit peu le souci de pas mal de, on va dire, de youtubeurs qui se lancent dans les actual play et qui voudraient faire. Alors, les gars, faut pas rêver, vous en ferez pas votre métier, hein, c'est pas possible. Ouais, ça, c'est clair. On n'atteindra jamais les millions de vues sur des épisodes d'actual play.
Mais effectivement, c'est toujours difficile de parler de sa chaîne, de faire le commercial de ta chaîne pour le vendre, pour aller sur les réseaux sociaux, etc. Sans passer pour un spammer, quoi. Ouais, mais c'est ça le problème. Donc du coup, moi j'ai très vite abandonné, j'avoue, parce que déjà sur des groupes Facebook où on te dit, alors faut mettre des balises, alors les gars, c'est bon, moi je vais juste mettre une vidéo, quoi. Donc du coup, bah j'en mets, mais on me les strike, donc du coup, bah j'ai laissé tomber. Donc voilà, donc j'ai ma petite page Facebook de recensement d'Actual Play. Tout le monde vient y mettre ce qu'il veut, et puis il y a pas de souci. Voilà, je veux juste que ce soit que les Actual Play, quoi, ce soit pas autre chose, quoi, des bandes d'annonces de ciné. Mais voilà, après je fais attention, je me dis. Mais voilà, c'est vrai que la communication pour les Actual Play, c'est pas quelque chose d'évident. Puis il faut que ça plaise, comme tu dis. Faut que ça plaise aux gens. Faut que le contenu soit intéressant, que ça bouge un peu, voilà, c'est. Après moi, je l'écoute plus que je le regarde. Donc du coup, voilà. Après, faut se placer. On essaie de faire quand même un montage dynamique quand même. Ouais. On essaie que ce soit quand même dynamique. Donc, puis les joueurs sont bons. Encore une fois, hein, je le dis. Hein, bon, là, c'est moi qui ai peut-être lancé le truc et qui est là ce soir et tout. Mais je ne serais pas là sans les joueurs que j'ai eu, quoi. Et que ce soit tous. Hein, clairement. Enfin, pour moi, c'est pour ça que même quand je vais faire de l'IRL, etc. Moi, je suis quelqu'un de fidèle. Mes joueurs, c'est Bloodroll. Il n'y a pas que moi, il y a vraiment même mes joueurs qui, je leur dis tout le temps, vous faites partie de l'équipe, vous êtes la team Bloodroll, quoi. Ouais. Donc c'est important, ça. Ouais, c'est important. Sans les joueurs, les meneurs sont rien. Hein. Ah, mais ça, moi je le dis, hein, franchement, les joueurs, pour moi, c'est les joueurs qui portent le truc. Hein. C'est ça. Hein. Est-ce que tu aurais des petits conseils à ceux qui voudraient débuter dans les Actual Play comme ça, en tant que meneur? Est-ce que tu aurais des petits conseils à leur donner? Fuyez! Non, pauvre fou. Non, je dirais déjà avoir un bon micro, parce que le son, c'est le truc le plus important, parce qu'il y a des personnes qui ne respectent pas le travail et qui vous écoutent seulement en voiture. Alors, le son, c'est important, donc un bon micro. Je pense qu'il faut vraiment, c'est l'important, c'est un bon micro, et dites à vos joueurs aussi d'avoir un bon micro. Ne faites pas comme moi et essayez de vous instruire sur le multipiste. Enfin, si vous faites de l'enregistrement, après, moi, alors je fais de l'enregistrement, mais je conseillerais pas de le faire. Je conseillerais plutôt faire du live que de l'enregistrement, parce que c'est un gouffre à vie. Mais on se rend pas compte pour les personnes qui montent pas. Toi, tu fais du montage, du coup, tu le sais, mais les personnes qui montent pas. Moi, je fais du montage, mais seulement sur les émissions que je produis. Sinon, j'ai eu ce débat avec ma commu en disant vous préférez quel type de format sur la chaîne? Des formats de 20 minutes, des formats d'1h30, des formats de 3 heures, etc. Et au début, les gens me disaient, ouais, tes parties sont trop longues, etc. Donc j'ai fait, ok, je vais faire un montage de 20 minutes sur sur une partie où on joue 2 heures, je vais monter ma vidéo, je vais la découper en 4, et puis voilà. Sauf que, comme tu dis, c'est un boulot monstre, quoi. On se rend pas compte, mais c'est du boulot, quoi. Et quand j'ai vu le boulot que ça me donnait pour le rapport que ça me donnait derrière, c'était la qualité, enfin le rapport qualité de vue, etc. Je fais, c'est pas la peine. Je vais laisser tomber parce que c'est pas possible. Je vais pas faire je vais pas faire ça tout le temps, c'est pas possible. Surtout sur toutes mes parties, c'était pas possible. Donc du coup, je vais privilégier le live. Il y a pas de filtre. Je cut rien, et puis basta. Le seul truc, comme je te dis, où je coupe vraiment, c'est quand je fais des émissions, où je fais des focus, ou quand pour les interviews virtuelles, je coupe, je monte, mais c'est tout. Le reste, les parties, les Actual Play, c'est du live. Sinon, c'est trop de boulot. C'est ce que je dis, hein. Franchement, je vous encouragerais. C'est pour ça, hein. C'est un temps de fou, et c'est un temps, c'est de l'argent, parce que mine de rien, tout le matériel audio, même là, par exemple, on va faire de l'IRL. De l'IRL, c'est pareil. Hein, parce que tu vas faire de l'IRL, mais tu vas mettre des micros, etc. Et c'est ça. Et là, j'ai des enregistreurs qui sont là. J'ai un micro NTG1 avec
voilà, j'aurais une perche Rode, etc. Enfin, il y a du matériel quand même, audio. Donc, enfin, tout ça, j'ai dépensé sans compter, comme dirait une personne que j'aime beaucoup. Plus le temps avec le montage, enfin, c'est affolant et je sais pas, je dépense autant d'argent et de temps. En vrai, c'est pas rentable du tout ce que je fais, hein, même au niveau des likes, etc. et tout. Donc, franchement, je pense que si vous voulez kiffer et faire du jeu de rôle, prenez seulement juste un bon micro et faites du live. Hein. Je pense que ça vaut plus le coup, même sur Twitch. Il y a plus, même, je pense que ça marchera mieux que sur YouTube. Ouais, commencez par Twitch et faites après YouTube. Mais commencez sur Twitch. Construisez votre communauté. Faites le contraire de ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai commencé par YouTube et après, j'étais sur Twitch. Mais faut monter sa communauté sur Twitch et puis ensuite, derrière, après, effectivement, faire des VOD sur YouTube. Mais là, on fait tout le contraire, nous. Nous, on n'est pas un exemple. C'est ça. C'est clair, j'ai fait tout le contraire. C'est pour ça que si n'hésitez surtout pas à nous laisser des petits likes et des commentaires parce que ça nous fait vraiment plaisir. Oui, et puis partagez, surtout partagez un maximum. Hein, ça, partagez carrément. Et après, je dirais faut se lancer direct. C'est-à-dire, faut pas avoir peur. Par exemple, même si le lore est grand ou autre ou de n'importe quel jeu, vous avez envie de kiffer, partez. Franchement, vous avez rien à perdre. Surtout au début. Par contre, pareil, hein, prenez un bon micro, mais dépensez pas des masses au début, ça sert à rien. Prenez juste un bon micro et une caméra potable et hop, c'est parti, quoi. Bon, on arrive à la fin de cette interview virtuelle. J'ai quelques petites questions encore à te poser. Donc, on est sur la fin virtuelle. Un petit coup de cœur JDR, un petit coup de gueule JDR, si t'en as un. Et ton dernier livre ou PDF de JDR que tu as lu. Alors, un coup de cœur JDR, alors c'est un coup de cœur qui est pas forcément récent, mais qui, je sais pas, ça reste un peu dans mon cœur, hors WoD. Hein. Je vais enlever tous les jeux WoD, World of Darkness, parce que faut savoir que moi je vis World of Darkness, je mange World of Darkness et tout, donc on va mettre un petit peu de côté. En coup de cœur, j'en ai deux, je dirais Alien RPG, bon, parce que voilà, Alien, et Pavillon Noir, que je trouve très 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 intéressant à lire. J'aime bien la piraterie, j'aime beaucoup la piraterie. Et je trouve qu'à la lecture, ce jeu est fou. Je sais pas, tu l'as lu toi ? Sur le côté, oui, et j'y ai même joué. Le côté historique du jeu ? Ouais. Ouais. Hyper intéressant. Et le livre est magnifique. Enfin, j'ai l'impression, là, il me manque plus qu'une petite bouteille de rhum et je suis en vacances, quoi. Ouais. C'est hallucinant, c'est impressionnant. Ça, c'est pareil, c'était une de mes ambitions, j'ai laissé tomber. Tu peux revenir dessus, tu peux revenir. Le problème, c'est que le Pavillon Noir, à l'époque, il y avait Fantasy Ground où on pouvait jouer dessus, il y avait un game system. Actuellement, il n'y en a pas sur Foundry. Il y en a, je pense qu'il doit y avoir une fiche sur Roll20. J'ai pas regardé. Mais ouais, j'ai laissé tomber Pavillon Noir. Pourtant, il y a la nouvelle édition qui était sortie. Ça fait un petit moment maintenant. Mais moi, j'ai les deux éditions. J'ai la première et la deuxième. Et mais c'est vrai que il y a tout le travail qu'il a fait sur le côté historique. C'est un truc de fou, quoi. Et vraiment, c'est un très bon jeu en plus. Il y a un bon système de jeu, très rapide, très fluide, très facile à comprendre. Il n'y a que les batailles navales qui sont lourdes. Mais après voilà. Ça peut faire peur, mais. Mais après qu'on joue en virtuel, les batailles navales, ça peut être sympatoche, quoi. Enfin, ça peut être marrant. Après, le système peut faire peur, mais en vrai, le système est parfois même plus simple que Vampire V20, clairement. Mais c'est. Ah ouais, ok, donc ça c'est un de tes coups de cœur, tes coups de cœur. Et ton coup de gueule, si t'en as un, t'es pas obligé. Hein. Alors, coup de gueule, je dirais pas que c'est un jeu de rôle, mais je dirais c'est la sortie d'un jeu de rôle, c'est Metro 2033, j'arrête pas de me plaindre, j'adore Metro 2033, mais il avance pas. Je connais pas, c'est quoi Metro? Il est en financement participatif et on n'a pas beaucoup de news. Ça vient d'un roman à la base. De Dimitri Glukhovsky. Attends. Il n'est pas là. Je pensais qu'il était là. C'est un roman, donc c'est du post-apocalypse. Ouais. Donc après une guerre nucléaire en Russie. Je sais que c'est pas trop le bon moment de jouer à ce truc-là en ce moment, mais où tout le monde habite à l'intérieur des métros. Et du coup, il y a des guerres de factions, etc. et tout. Et à l'extérieur, t'as plein de créatures, même dans les métros, qui rôdent, etc.
C'est assez sombre, c'est assez cool. C'est une ambiance et un univers qui est très très cool, je trouve. Je conseille les jeux vidéo qui sont chouettes et le roman. D'accord. Et c'est qui produit ça? C'est Arcane Asylum. Il y a du coup Maillard qui est dessus aussi. Ouais, Publishing, ouais, c'est ça. Mais de toute façon, si tu savais tout ce que j'ai dépensé chez eux, en fait j'ai l'impression que tous les jeux coup de cœur, genre Alien, etc. Il y a que Pavillon Noir qui est pas de chez eux, mais globalement en fait j'achète que chez eux. C'est pour ça que j'aimerais bien que peut-être un jour je puisse les avoir une fois sur la chaîne, même s'ils ont pas l'air d'être trop chauds pour être approchés par des gens Arcane. Mais bon, dommage. Ok. Et pour finir, ton dernier livre. Ou PDF de JDR que tu as lu? Alors, c'est même pas un PDF, c'est la boîte collector en plus avec Fallout 111 qui est sorti du coup. Okay. Donc j'ai la VO et la VF. Très 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 bon. Il y a beaucoup de matériel en plus. Ça c'est le jeu de rôle ça en fait. Et des capsules. Oui, c'est le jeu de rôle. C'est le JDR qui vient de sortir. Il vient de sortir là il y a pas longtemps. Ok. Il y a une semaine. Donc c'est tiré du jeu vidéo en fait, c'est ça? Oui, et c'est clairement un jeu vidéo en version papier. Hein, donc. Ah ouais, ok, d'accord. C'est tout. Voilà, on va dire qu'il faut aimer les loots, le combat, les loots, etc. et tout. Hein. Donc c'est tout le contraire de ce que moi en général j'aime, mais comme en jeu de rôle. Mais comme j'aime bien le jeu vidéo, je me suis dit allez, je vais prendre le jeu de rôle et bon, je me ferai sûrement quelques parties en IRL. Ok. Parce que pour le kiff, quoi. Ouais. Bon, ça sera pas un coup de cœur comme Vampire, évidemment. Mais voilà, c'est. Bon, bah voilà, ça clôt un peu notre interview virtuelle. Je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation et puis d'avoir subi mon interrogatoire de questions. Très cool, c'était très cool. Et puis, je te remercie. Merci à toi, en tout cas. De rien, ça fait un véritable plaisir de te rencontrer. Pardon si je me suis un peu étalé, d'ailleurs. Je me suis étalé sur des trucs. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, merci à toi. Et puis, à très bientôt sur ma chaîne pour peut-être un nouvel interview virtuelle. Et n'oubliez pas le like. Likez, partagez. Ouais, et le partage. C'est ça. Au revoir tout le monde. Salut. Allez, ciao.